Patagonie andine, 1856. Ils ont dit que l'hiver était arrivé progressivement là-bas. Mais ceux qui connaissaient la chaîne de montagnes savaient, quand elle arrivait, elle ne prévenait pas. Cette année-là, les premières neiges sont tombées plus tôt que prévu. En septembre, les sommets étaient déjà blancs à l'aube, et la vallée semblait retenir son souffle. Au cœur de la Patagonie andine, l'air se raréfiait, les jours raccourcissaient, et le village accélérait son rituel habituel. Couper du bois de chauffage, sécher les racines, renforcer les toitures, imperméabiliser les granges. C'était comme ça chaque année. Et tout le monde a fait de même. Tout le monde, sauf un. Matteo Rivas est arrivé à la fin du printemps. Il ne parlait pas beaucoup. Cela ne promettait rien. Il ne portait qu'une malle usée, une hache acérée et le regard de quelqu'un qui mesurait le temps au silence de la montagne. Tandis que les autres creusaient des fondations carrées, Matteo traça une ligne. Long, lettre, étrange. Les hommes du village observèrent de loin, tout d'abord par curiosité, puis des rires. Quand ils ont vu qu'il soulevait des poutres plus hautes que d'habitude, lorsqu'ils se sont rendus compte que cela combinait le refuge pour animaux et la maison familiale, les commentaires ont commencé. « Tu vas vivre avec le bétail ? Ce n'est pas une maison, c'est une grotte. Il y a trop de bois pour quelqu'un qui ne sait pas construire. » Ils ont ri. Matteo n'a pas répondu. Dans la vallée, il existait des règles non écrites. On est bien chez soi. Une étable est une étable. Mélanger les deux était une chose que seul un individu misérable, ou un fou ferait. Mais ce bâtiment était trop étrange pour être ignoré. Trop long, trop bas, trop lourd pour ce terrain. Et pourtant, poursuivit-il, pas de précipitation, sans explication. Tandis que les autres luttaient contre le froid, Matteo s'arrêta pour sculpter des joints parfaits. Il a colmaté les fissures avec de la boue et de la paille. Il a ajusté chaque ouverture de façon à ce que le vent passe au-dessus, jamais directement. Il savait quelque chose. Et il ne l'a pas dit. À la fin de l'été, presque toutes les maisons étaient de prêtes. Les cheminées fumaient. L'odeur du foin frais embaumait la vallée. Moins d'Ali. La construction de Matteo semblait inachevée. Même pas une maison. Même pas une étable. Un objet étranger au cœur du village. Certains étaient venus pour aider, mais ils sont repartis avec des histoires à raconter. Car il cuisine là où dorment les animaux. Sa femme ne survivra pas au premier hiver. Il y a du foin au-dessus de la pièce. Il va suffoquer. Ces mots ne l'ont pas perturbé. Mais l'isolement, oui. Dans l'entrepôt, il était toujours le dernier à être servi. Dans la taverne, sa chope vide séchait. Il était interdit aux enfants de jouer près de cette maison tordue. Un jour, il a demandé de l'aide pour déplacer une poutre tombée. Il n'a entendu que « Nous aidons ceux qui font les choses correctement ». C'est la seule fois où il s'est arrêté. Il observa les hommes empiler des barils. Il resta silencieux. Puis, il est revenu. Seul. Il poussa le tronc avec son épaule. Pas à pas. Combien de temps pourra-t-il tenir? Le travail restait difficile. Matteo creusait avec ses mains lorsque la terre était trop épaisse pour sa pelle. Il a étayé les murs avec des pierres pour qu'ils puissent supporter le poids de la neige. C'est faux. Une poutre s'est effondrée sur la deuxième dalle. 3 jours de reconstruction, sans repos, avec des articulations encore plus profondes. Le temps a passé, l'hiver approchait, et les travaux n'étaient toujours pas terminés. Il mourra avant même d'avoir vécu. Le procès s'est poursuivi. Les progrès étaient lents, mais cela ne s'est jamais arrêté. Octobre est arrivé avec un mauvais présage. Il fait froid trop tôt. Le silence était insupportable. Les feuilles ne sont pas tombées. Ils ont craqué. Tout en haut des montagnes, des bergers descendaient en courant. Certains ont abandonné leurs troupeaux pour éviter de se retrouver piégés dans les cols gelés. L'hiver semblait rôder, guettant la moindre erreur. Les maisons du village ont été bouclées. Cuir sur les portières, du sel sur les encadrements de portes. Et Matteo, toujours dehors. Elle renforçait le mur incurvé exposé au vent tranchant. Il a enterré les poteaux plus profondément. Il recouvrit le toit de foin sec et de boue durcie. Les rires se sont tus, mais ils ne se sont pas arrêtés. Il a construit tant de choses, et il va mourir pour un toit inachevé.
Il doit déjà dormir avec les bœufs. Fin octobre, la tempête de neige est arrivée. Hors de saison. Violent. Impitoyable. Cela a duré 2 jours. Les clôtures ont disparu. Les branches craquèrent comme des os. Les sentiers ont disparu. Le 3e jour, silence total. Lorsqu'ils ont ouvert les fenêtres, beaucoup ont vu la même chose. La maison de Matteo était toujours debout, recouverte de blanc, sans fumée. Ça a gelé. Ou alors il s'est enfui en pleine nuit. Personne n'est allé voir. 2 jours plus tard, la fumée est apparue. Faible, constante. Il était vivant. Mais, qu'y avait-il à l'intérieur de cette maison que personne ne pouvait voir? À l'intérieur, tout s'est déroulé comme prévu. Le bétail dormait derrière un épais mur de boue. La chaleur montait, traversait le foin et réchauffait les pièces de devant. Le bois de chauffage n'a pas gelé. Les outils ne se sont pas bloqués. L'eau ne s'est pas transformée en pierre. Mais ça, personne ne le savait. Ils ne voyaient qu'un toit trop bas, peu de fenêtres, et ils continuèrent à parler. Le pire hiver est encore à venir. Novembre a plongé la vallée dans une ombre constante. Quelques heures d'ensoleillement. Le froid s'infiltre par les fissures. Le bois de chauffage s'est épuisé rapidement. Le bétail, gardé dans des étables extérieures séparées, devait être nourri 2 fois par jour, par grand vent, par forte neige. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Les hommes partaient avant l'aube, vêtus de peaux de bête, emportant des lampes et du foin. Ils s'enfoncèrent jusqu'à la taille. Ils tiraient des traîneaux de fortune. Chaque visite à l'écurie était une bataille. Portes gelées, chevilles blessées, le vent qui tranche la peau. Maintenir le bétail en vie les consumait tous. Les premiers effondrements se sont produits. Un homme est tombé sur un seau d'eau et s'est tordu la cheville. Un autre est tombé malade après avoir passé des nuits à déblayer un chemin dans la neige. Un enfant s'est brûlé les pieds en essayant d'aider sans bottes. Et Matteo, on ne l'avait pas revu depuis la première tempête de neige. Seule sa cheminée fumait. Toujours pareil, toujours au même rythme, comme une horloge. À la foire, il chuchotait « Au moins, son bétail ne gèle pas. S'ils sont encore en vie. Qui sait, il pourrait être mort là-dedans. Pourrait-il résister? Ou bien cherchait-il simplement à dissimuler son échec ?» Fin décembre, la première écurie s'est effondrée. Le poids de la neige a recouvert le toit. 3 vaches sont mortes ce matin-là. Et la vallée, pour la première fois, il resta silencieux. Un silence d'un autre genre, plus lourd. Soyez plus attentifs. Parce que maintenant, peut-être que Matteo Rivas n'était pas le fou dans cette histoire, mais elle n'allait pas céder. Janvier a débuté sur une note sèche. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas une avalanche. C'est une poutre qui a cassé. L'une des plus anciennes maisons du village, construite par les premiers colons, n'a pas pu résister aux poids accumulés. La neige continuait de s'accumuler jour après jour, sans répit, sans dégel, sans pitié. Et soudain, en plus de veiller à la survie du bétail, les habitants ont commencé à grimper sur leur propre toit, avec des pelles, avec des planches, avec du courage mêlé de peur. C'est lors d'une de ces ascensions que tout a basculé. Thomas, un garçon de 13 ans, est monté avec son père avant l'aube. Il fallait alléger le toit de l'écurie avant que le soleil, faible et rare, n'affaiblisse davantage la structure. Un seul faux pas, Thomas a glissé. Il a glissé le long de la pente et s'est retrouvé coincé entre une paroi de glace dure et le côté du bâtiment. Le père a crié. Il a appelé les voisins. Ils ont essayé de tirer. Rien. La masse de neige au-dessus commençait à céder. Si elle glissait, elle ensevelirait le garçon. Et puis, le silence fut rompu. Matteo est apparu. Personne ne l'a vu venir. Il n'a pas annoncé sa présence. Il n'a rien demandé. Il portait une pelle étroite à la main et une corde enroulée autour de sa poitrine. Il s'est agenouillé. Il a attaché la corde à une des poutres du toit. Il planta fermement ses pieds sur la glace. Et il se mit à creuser. Pas avec force, avec précision. Chaque coup était calculé. Il savait exactement où freiner, sans provoquer de glissement de terrain. En quelques minutes, un étroit chenal s'ouvrit. Il a passé le bras. Il tira le garçon par les épaules. Et il le donna à son père. L'homme a tenté de le remercier. Elle a dit quelque chose en pleurant.
Matteo a simplement hoché la tête. Il se retourna. Il descendit lentement le sentier. Il pénétra dans la longue structure. La neige effaça ses empreintes en quelques secondes. Ceux qui ont ri devraient maintenant y réfléchir à deux fois. Dans le village, les conversations qui se répandaient ne portaient pas sur le sauvetage. Il s'agissait de lui. Il était sec. Le manteau avait l'air d'avoir été tout juste sorti du feu. Il n'avait pas l'air d'avoir passé un mois enfermé en hiver. La question commença à résonner même sans qu'on la pose. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette maison? Cette nuit-là, quelque chose a changé. Un groupe d'hommes s'est rendu à la clôture de Matteo. Ils ne se sont pas frappés. Ils n'ont pas appelé. Ils restèrent là, silencieux. J'observe les pétois. La cheminée constante. La porte était tournée contre le vent. Et ils revinrent, avec quelque chose de différent dans leur regard. Ce n'était pas de la peur, même pas de l'envie. C'était incertain. Février est arrivé comme une punition. La neige ne fondait pas. Elle se renouvelait. Chaque nouvelle couche enfouissait l'espoir de la précédente. 2 granges se sont effondrées. Les familles ont perdu tout leur foin. Le lait gelait dans les seaux avant même d'arriver à la cuisine. À l'intérieur des maisons, le froid commença à l'emporter. Les plaintes étaient rebombées. Les murs se fissuraient. Les fenêtres étaient bloquées par la glace. Et puis quelqu'un a réalisé, la maison de Matteo était encore chaude. Pas chaud comme dans une serre, mais stable, habitable. Un voisin est passé en portant du sel pour son père. Ça s'est arrêté. L'air autour de la porte ne me piquait pas le nez. La chaleur s'échappait, discrètement, par les fissures supérieures. Il est resté là, arrêté, comme si le simple fait d'être proche faisait déjà moins mal. La maison est devenue un point de repère, mais personne ne voulait l'admettre. Les jours suivants, un événement curieux se produisit. Les hommes ont commencé à renforcer leur propre maison avec des techniques qu'ils avaient ridiculisées des mois auparavant. De l'argile mêlée à de la paille dans les fissures, des tas diagonaux enfouis plus profondément. Du foin s'amoncelait sur les toits. Personne n'a dit d'où venaient ces idées, mais tout le monde le savait. Le dédain s'était transformé en imitation, jusqu'à ce qu'un matin glacial, l'inattendu se produise. Un vieil homme du village, Don Esteban, celui-là même qui avait ri le premier et le plus fort, apparut à la porte de Matteo. Il portait un sac de grains. Elle tremblait. Il n'a pas dit grand-chose. Les poulets sont en train de mourir. J'ai juste besoin d'un coin sec. Matteo ouvrit la porte. Il les a laissés entrer, sans demander combien de temps, sans rien facturer. Le vieil homme hocha la tête, les yeux baissés. Il s'appuya contre le mur. Il est resté là, en silence. L'orgueil avait été brisé, et l'aide est acceptée. Ensuite, d'autres ont commencé à apparaître. Ils ne correspondaient pas. Ils n'ont pas demandé. Ils passaient plus lentement. Ils restèrent longtemps à les fixer. Ils laissaient derrière eux du bois de chauffage coupé, un panier de pain, un geste. Et ils sont partis. La maison, celle qui, moi, ne résisterait pas à un hiver, devint le seul point d'équilibre dans la vallée. Fin mars, la neige a commencé à fondre. Il n'a pas fondu. Tout s'est effondré, comme s'il avait compris qu'il ne gagnerait pas. Les toits ont cessé de grincer. Les sentiers réapparurent. Les oiseaux revinrent, prudemment. Et lorsque la terre réapparut, le village se vit reflété dans le miroir. Écuries détruites, clôtures à gâteaux, des maisons qui vacillent sous le poids de réparations de fortune. Un de moins. La longue structure, assombrie par l'hiver, restait intacte. La porte ovale s'ouvrait toujours sans effort. Le toit, intact. À l'intérieur, une odeur de foin sec et de fer chaud. Le bétail a survécu. Les outils étaient mis propres. Le bois de chauffage, toujours en tas. Le premier jour de vrai soleil, Matteo est sorti. Il a taillé les branches d'un cerisier. Puis il a coupé une nouvelle poutre. Pas de précipitation. Comme si l'hiver n'y avait jamais passé. Ce qui semblait être de la folie était en réalité une préparation. La semaine suivante, des hommes se sont réunis pour reconstruire une grange. L'un d'eux, celui-là même qui avait refusé d'aider par le passé, s'approcha de Matteo. Il brandit une hache. Il n'a rien demandé. Je n'ai rien dit. Matteo prit l'outil et partit. Il a travaillé toute la journée.
Il est rentré chez lui avant la nuit. Merci non plus. Et il en resta ainsi. Aucune excuse n'a été présentée. Il ne s'y attendait pas. Il n'y a pas eu d'hommage. Il n'en avait pas besoin. Mais l'été suivant, 3 nouvelles maisons commencèrent à apparaître dans la vallée. Longs, point bas, lourds, avec un refuge pour animaux liés à la vie familiale. Personne n'a dit qu'il copiait, mais tout le monde le savait. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous racontons des histoires de vie que presque personne n'a vues, mais ils méritent qu'on se souvienne d'eux. Laissez un like, partagez avec ceux qui comprennent la valeur du silence. Et regardez la suite, elle t'attend déjà.